Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin le président du MEDEF, patron des patrons. Vos questions, vos réactions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 et sur l'application Radio France. Patrick Martin, bonjour. 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 Bienvenue sur France Inter. Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce matin, évidemment, après le discours de politique générale de François Bayrou et avant la motion de censure qui sera donc votée ou non dans les heures qui viennent. Mais d'abord, revenons sur ce DPG, comme on dit, Patrick Martin. Est-ce que vous avez compris sa vision, ses intentions, ses grands arbitrages pour le pays ? C'est un discours, celui qu'a prononcé le Premier ministre, qui vous a rassuré ou inquiété ? Qui nous a plutôt rassurés, en ce sens qu'il parle beaucoup d'économie, sans rentrer dans le détail, et j'y reviendrai si vous me le proposez, mais il parle par exemple de puissance économique en soulignant que c'est le fondamental, c'est le préalable à l'influence de la France en toute chose, diplomatique en particulier. C'est un discours pro-business que vous avez entendu il y a 2 jours ? Moi j'ai entendu un discours pro-business, après il est assorti d'un certain nombre de considérations qui nous interrogent. Justement, on va savoir, on va vous entendre parce que vous êtes assez remonté, on va le dire, en arrivant dans le couloir jusqu'à ce studio, vous êtes assez remonté, et notamment sur la question des retraites. On va y venir, mais une question générale, vous avez présenté vos vœux, Patrick Martin, en début de semaine, en estimant nécessaire pour les patrons de davantage monter au créneau en 2025 pour défendre leurs convictions, leurs valeurs. Vous estimiez que le MEDEF devait être plus militant encore. Ça veut dire quoi ? Qu'il ne le faisait pas assez, qu'il n'intervenait pas assez dans le débat public, à votre sens, le MEDEF ? Ne me faites pas dire que j'ai les yeux revolver. Je me permettrai pas de dire ça. Non, si vous voulez, il y a un constat que j'établis, que le MEDEF établit depuis plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, c'est que dans le débat public et donc dans la décision politique, l'économie n'est pas suffisamment prise en compte, ou quand elle l'est, c'est d'une manière erronée ou tronquée. Je donne un exemple, on parle des retraites, on va parler des retraites. Enfin, il faut marteler le fait que ce sont les actifs, les entreprises et les salariés qui payent les retraites, elles sont par répartition, donc c'est pas un monde à part. Est-ce que vous avez eu cette idée de monter au créneau, comme vous le dites, en regardant la campagne américaine et ce qui se profile avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche ? Est-ce que les patrons français, les grands patrons, devraient s'engager, pour reprendre votre mot, comme les patrons américains, faire de la politique, de l'idéologie, comme Elon Musk, comme Mark Zuckerberg, comme tant d'autres ? Non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, on regarde de notre culture politique, les intrusions, je dirais, de Elon Musk, y compris dans le champ politique allemand, quand ça n'est pas britannique, sont choquantes. Chacun doit rester à sa place. Elles sont choquantes. Après, qu'il ait de bonnes idées, pourquoi pas, il y a certainement des choses à retenir, mais pas ce mode d'expression et pas ce mélange des genres. Il arrive au pouvoir dans quelques jours, il vous inquiète ? Elon Musk lui-même arrive au pouvoir. On ne parle pas de Donald Trump parce qu'il va avoir. Il va avoir un poste, il va y avoir un ministère. Si vous me permettez... De l'efficacité publique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la confusion qui règne en France, et je ne mettrai pas ma main à couper que Donald Trump et Elon Musk resteront amis aussi longtemps que ça. Alors, vous l'avez appris mardi. D'ailleurs, vous l'avez appris avant. François Bayrou vous a prévenu qu'il comptait réouvrir, remettre en chantier la réforme des retraites et la confier aux partenaires sociaux. Oui. Il vous avait appelé ? Il me l'avait annoncé, je crois savoir qu'il l'avait annoncé à tous les partenaires sociaux. Non, mais c'est lors des entretiens qu'on a eu ces derniers jours avec lui à Matignon, et c'est très bien ainsi. Après, il faut s'entendre et s'accorder sur les modalités de cette négociation. Alors justement, il vous a confié, il vous réunit en conclave pour améliorer la réforme, sans totem ni tabou, même les 64 ans sont négociables, a-t-il dit. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il vous donne la patate chaude ou que c'est une bonne idée ? Vous aviez dit avant Noël, si j'étais lui, je confierais aux partenaires sociaux la discussion sur les retraites, elle serait beaucoup plus apaisée. Vous le dites toujours ou là vous commencez, maintenant que vous avez la responsabilité sur les épaules, de trouver un accord, puisque c'est ça qui va se passer. Écoutez, je ne suis pas un expert en droit canon, mais je ne crois pas me tromper en disant qu'un conclave, c'est à huis clos. Oui. Or, je comprends au fil des heures, parce que le mode opératoire de cette discussion en négociation évolue d'heure en heure, je crois comprendre qu'il y aurait des interférences politiques. Je crois comprendre par ailleurs que participeraient à cette négociation des organisations ou en tout cas des personnes qui habituellement n'en font pas partie. Moi, je fais confiance aux partenaires sociaux, j'en fais partie, mais... Qui ne doit pas être du conclave ?
Écoutez, on veut nous, si j'ai bien compris, parce qu'à nouveau ça évolue d'heure en heure et c'est assez déstabilisant. On veut nous faire parler de tous les régimes de retraite. Moi, j'ai pas de légitimité. Ça nous intéresse évidemment les retraites du public puisque nous sommes des contribuables. Mais nous, on n'a pas à avoir dans nos négociations intéressant le secteur privé des organisations qui ne sont pas représentatives dans le secteur privé. C'est bien le moins. Est-ce que Patrick Martin, vous voyez cette occasion comme une divine opportunité pour rester dans le vocabulaire religieux? L'occasion de tout changer. Est-ce que vous êtes prêt à tout négocier, y compris l'âge de départ, ou est-ce que vous allez tout faire pour sauver les 64 ans? Écoutez, je pense qu'on est dans une situation à la fois politique, mais surtout économique, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'économie, suffisamment instable pour qu'on saisisse l'occasion, mais de bonne foi bien sûr, on saisisse l'occasion de ces négociations pour reposer fondamentalement le sujet du financement de la protection sociale. Nos régimes sociaux sont à bout de souffle. Tout le monde le sait, beaucoup n'osent pas le dire. Eh bien, réfléchissons au niveau, au financement, à la gouvernance de tous ces régimes sociaux. C'est-à-dire que vous allez revenir en disant dès le début, ouvrons la question de la retraite par capitalisation pour parler clairement. Notamment. Mais en étant très attentif à ce que, je ne vais pas dire sournoisement, mais de fait, on ne recrée pas des tuyauteries entre les régimes privés, je pense aux retraites complémentaires que les partenaires sociaux gèrent remarquablement bien, et des régimes qui, eux, sont chroniquement, structurellement déficitaires. Vous allez avoir face à vous des syndicats, la CFDT, la CGT, qui vont vous dire, nous, notre ligne rouge, notre volonté de changement, ça a été toujours les 64 ans. Est-ce que le MEDEF est prêt à se mettre d'accord sur les 64 ans, c'est-à-dire sur l'équilibre financier? Est-ce que vous êtes... Mais à un moment donné, à ça, Patrick Martin, c'est la seule question. Il faut remettre les choses en perspective. Tout le monde déplore, enfin la plupart d'ailleurs, déplore le creusement de la dette française, 1000 milliards d'euros sur les 5 dernières années. Beaucoup ne disent pas que la moitié de ce déficit résulte du déficit des retraites. Les 64 ans, sur le plan technique, sur le plan du rendement, c'est un socle du rétablissement des régimes de retraite. Donc c'est pas négociable. Mais on sait que la dernière réforme ne suffit pas. Donc moi, je suis prêt à tout entendre. Mais encore faut-il, et je n'ai pas de doute sur la sincérité et l'expertise de mes interlocuteurs, encore faut-il qu'on nous propose des solutions alternatives qui ne pèsent pas sur le coût du travail. La France est en train de décrocher en matière de compétitivité. Les prochains budgets PLFSS ne comportent aucune disposition qui permettront à la France de rester économiquement dans le jeu, de garantir la croissance, de garantir l'emploi. Donc moi je vois la big picture. Par ailleurs, vous avez une proposition qui ne va pas forcément faire plaisir aux retraités. Ils sont d'ailleurs quelques-uns au standard et on va les entendre dans un instant. Vous estimez qu'ils sont trop bien traités, qu'il faudrait revenir sur un certain nombre d'abattements sur leurs revenus, sur le taux de CSG par exemple. Là, au moins, on ne peut pas vous accuser d'être dans le camp démagogique. Vous trouvez vraiment que les retraités sont des privilégiés, Patrick Martin ? À aucun moment je n'ai dit qu'ils étaient privilégiés. J'ai dit en revanche qu'il y a beaucoup d'efforts qui devait peser, si je comprends bien, sur les entreprises, sur la croissance, sur l'innovation, sur l'emploi, et que si chacun devait y aller de sa contribution à l'effort de guerre, il ne serait pas illogique que les retraités eux-mêmes y participent. Étant rappelé que ce sont les entreprises et les actifs qui payent les retraites. Si on affaiblit l'emploi, si on affaiblit les entreprises, eh bien, on affaiblit les retraites. Pardon d'essayer de faire de l'exégèse de ce que vous dites ce matin, mais vous dites cette réforme des retraites, la réforme Borne, elle n'était pas suffisante. Les 64 ans, c'est pas suffisant. Ça veut dire quoi ? Qu'il aurait fallu faire 65, 66 aux yeux du MEDEF ? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'orientation des retraites. Il dit beaucoup de choses, le Conseil d'orientation des retraites. Non, mais il a dit qu'il y aurait un déficit, sans même prendre en compte les déficits des retraites publiques, de 14 milliards d'euros en 2030. En se fondant sur des hypothèses qui sont au minimum équilibrées et peut-être même optimistes sur la croissance et sur la productivité. C'est pas moi, c'est pas Patrick Martin, c'est pas le MEDEF qui dit ça. Donc, si d'un commun accord, on ne trouve pas les voies et moyens de rétablir les retraites, mais pour les retraités eux-mêmes, c'est ça finalement l'enjeu, sans altérer la compétitivité de l'économie française, eh bien on continuera à décrocher. Mais donc je vois pas comment vous pourriez vous mettre d'accord. En fait, mais si, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on peut... Oui, sur la pénibilité, sur les femmes, etc. Mais sur les 60... Eux, ils vont dire, l'usure au travail, ils vont dire 64 ans.
Et vous allez leur dire non, on ne va pas revenir à 62 quand nous, on pense qu'il faut être à 66. Non, mais je pense, je suis même assez affirmatif, avoir des interlocuteurs syndicaux qui sont parfaitement lucides quant à la situation de l'économie. Je rappelle que le 17 décembre dernier, nous avons, c'est sans précédent dans l'histoire, publié un communiqué commun. Seule la CGT n'a pas signé, toutes les autres organisations syndicales l'ont fait, pour dire combien nous étions inquiets de la situation de l'économie et de l'emploi. Donc, je n'ai pas en face de moi, et je ne suis pas moi-même, dogmatique. On va y venir justement à la question économique et à ces plans sociaux qui risquent de se multiplier dans le pays, mais on file au standard. Bonjour Ahmed. Bonjour. Et bienvenue sur France Inter. Vous avez une question à poser à Patrick Martin? Oui, merci. Monsieur, est-ce que vous seriez prêt à accepter une hausse progressive et modérée des cotisations salariales et patronales, comme certains économistes sérieux le proposent, comme Michael Zemmour? Ça permettrait de réduire le déficit, qui est moins important que ce qu'a dit monsieur Bayrou à l'Assemblée l'autre jour, puisqu'il a fait un petit tour de passe-passe en parlant de 40 à 50 milliards, ce qui est faux. Voilà. Merci Ahmed pour votre question-réponse. Patrick Martin? Là aussi, j'essaie d'être factuel. Les retraites coûtent en France 3 points de produit intérieur brut de plus que dans la moyenne des autres pays européens. Ça veut dire quoi? 90 milliards d'euros de plus. Les entreprises françaises supportent des prélèvements obligatoires, même si on déduit ce qu'on appelle les aides que l'État rétrocède. Les entreprises françaises sont les plus taxées de l'OCDE, on va dire du monde économique développé. Donc on peut tout imaginer, mais à la fin des fins, c'est quoi? C'est la dynamique économique qui pourrait en souffrir. Voilà, c'est tout. Et donc, si la dynamique économique, ce qui est le cas à cet instant, se dégrade, eh bien, à un moment donné, on ne peut plus payer nos régimes sociaux, dont les retraites. Alors, augmenter les cotisations, c'est une fausse bonne solution. Éric Lombard. Je rappelle que les salariés payent 40% de ces cotisations, en déduction de leur net. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, a apporté des précisions sur le discours de politique générale de François Bayrou, parce qu'il avait très peu parlé de fiscalité, et notamment de la taxe sur les plus hauts revenus, de l'impôt sur les sociétés. Bon, le ministre de l'économie dit dans Les Échos, les entreprises seront mises à contribution, notamment via la surtaxe d'impôt sur les sociétés, qui sera bien appliquée en 2025, avec un gain espéré de 8 milliards d'euros. Vous aviez accepté cet effort sous Michel Barnier, vous l'acceptez toujours sous François Bayrou? J'avais accepté le principe d'un effort de la part des entreprises, mais sous réserve. Sous réserve de quoi? Qu'il y a un effort beaucoup plus important sur ce qui est le vrai sujet, baisser les dépenses publiques. On ne voit pas grand-chose de ce point de vue. Mais en tout cas, il ne faut pas toucher à la poule aux œufs d'or, comme le disait La Fontaine et le Premier ministre. Et je crois l'avoir dit avant lui. Oui. Parce qu'il faut tous qu'on cite les bons auteurs. La Fontaine. Oui, alors donc sur ce point-là, est-ce que vous acceptez ou pas un effort des entreprises qui pourrait apporter jusqu'à 8 milliards d'euros, ou est-ce que vous allez essayer de négocier ce qui nous importe, c'est qu'il y ait une trajectoire qui apporte de la confiance. Est-ce que en l'état, ce qu'on entend apporte de la confiance? Non. Pourquoi? Mais parce que les grands patrons n'acceptent pas qu'il faut aussi contribuer à la solidarité nationale. Mais c'est pas du tout mon propos. J'ai dit qu'on était d'accord pour contribuer à l'effort de guerre parce que les circonstances, l'état des finances publiques l'imposent. Alors, dites-nous précisément qu'est-ce qui vous inquiète dans ce que disent François Bayrou et Éric Lombard. Parce que là, apparemment, la flat tax qui était sur la table, vous allez y échapper à l'augmentation de la flat tax, si j'ai bien compris. Moi, je suis pas sûr d'avoir très bien compris, parce que parti comme ça, on va avoir sur les dividendes une taxation qui montera jusqu'à quasiment 40%. On va avoir sur des centaines d'entreprises, la mienne en fait partie, on va avoir ponctuellement, mais quand même, un impôt sur les sociétés qui va monter à 35,5%. Vous n'ignorez pas que les États-Unis vont baisser leur taux d'impôt sur les sociétés à 15%. Le Portugal vient d'annoncer qu'il allait baisser son taux d'impôt sur les sociétés à 15%, voire à 12,5%. Mais en France aussi, il a baissé, Patrick Martin. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, il y a 8 ans, il a baissé le taux d'impôt suisse, et sensiblement, sur les sociétés. Mais il est revenu à peine dans la moyenne européenne. Oui, mais il était beaucoup plus haut. Mais il était anormalement haut, et ça pesait sur la dynamique économique, sur l'emploi, sur l'innovation, sur la compétitivité de la France. Donc, je finis là-dessus. Oui. Moi, j'ai été très frappé la semaine dernière de voir que les trois grands partis politiques allemands, en perspective des élections législatives, proposaient tous des mesures offensives pour renforcer la compétitivité, renforcer l'attractivité de l'Allemagne, qui en a besoin. On fait exactement l'inverse. Vous avez l'impression que la France est en train de décrocher, et de décrocher en Europe, mais de décrocher aussi par rapport aux États-Unis?
C'est pas une impression, c'est une réalité. C'est une réalité. Bien sûr. Et alors, ça a été souligné au niveau européen, notamment par Mario Draghi dans son excellent rapport. Mais moi, ce que j'observe, c'est qu'au sein de l'Union européenne, il y a des pays qui se portent bien. La Pologne se porte bien, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, d'une certaine manière. Il faut quand même que tous ensemble, on en prenne conscience. Vous dites, je suis admiratif de ce qui se passe en Italie avec Giorgia Meloni. Mais je suis pas d'une manière générale admiratif. Non, mais vous de ce l'avez qui se dit, passe. c'est vrai que c'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle fait qui vous inspire ? Regardons les chiffres. Moi, je suis chef d'entreprise, je sais à peu près lire et comprendre les chiffres. Le déficit public de l'Italie, qui était le vilain petit canard de la couvée en 2023, pardon. 1989 aussi. Oui, non, mais je me vieillis encore plus. Était à 7,2%. En 2024, il est à 3,8%. Et sur les derniers mois, il est inférieur à 3%. Tous ces pays que je viens d'évoquer ont fait un effort considérable pour réduire leurs dépenses publiques. Comment, dans ces cas-là, ne pas faire de la politique et essayer d'influer sur les arbitrages faits par le Premier ministre et le gouvernement ? Donald Trump sera investi dans quelques jours. Vous anticipez des remous dans l'économie mondiale à l'occasion du retour du milliardaire à la Maison-Blanche ? La perspective d'une guerre commerciale, vous la prenez au sérieux ? Et est-ce que la France et l'Europe sont suffisamment armées pour y résister ? En fait, Donald Trump va prolonger et accélérer ce que les États-Unis font depuis des années déjà, y compris sous Joe Biden. C'est-à-dire muscler considérablement leur économie, singulièrement les secteurs de la tech. Et donc, nous, on ne peut pas être indifférents à ça. Les débats franco-français, ça renvoie à votre première question, les débats franco-français sont assez nombrilistes. On est dans un monde ouvert, et c'est très bien ainsi. Il faut quand même qu'on en tienne compte dans nos décisions politiques, économiques et sociales. Qu'est-ce que vous dites aux patrons français qui seraient tentés de partir aux États-Unis avec l'arrivée de Trump, qui promet de baisser sensiblement l'impôt sur les sociétés, de déréguler à tout crin, à tout va, de libéraliser absolument, et les patrons français qui se diraient bon ben on y va, nous, vous leur dites allez-y, allez faire des bénéfices ailleurs, ou vous dites soyez patriotes? Mais ça me désole. Mais c'est un état de fait. C'est pas qu'ils y réfléchissent. C'est un état de fait. Mais c'est pas que les patrons. Regardez ce chiffre très impressionnant. Et ça, c'est les épargnants, c'est les citoyens. Il y avait 220 milliards d'euros d'épargne française qui étaient investis dans les bons du Trésor, dans la dette américaine fin 2023. C'est 330 milliards fin 2024. Ça a augmenté de près de 50%. Donc, qu'est-ce que les agents économiques, comme on dit, sont rationnels. Ils se disent aux États-Unis, il y a de la croissance, il y a de la rentabilité, il y a une fiscalité qui est plus favorable. Donc, ça n'est pas que les grands patrons. Et nous, moi, je pense qu'il faut enrayer ça. Ça passe par quoi ? Ça passe par des débats beaucoup plus intelligents, si vous me permettez, que ceux auxquels on se livre actuellement, c'est-à-dire comment renforce-t-on, ça renvoie au discours de politique générale du Premier ministre, la puissance économique de la France. Alors justement, la puissance économique de la France, elle passe notamment par la tech et l'intelligence artificielle dont a parlé François Bayrou. Il y aura un sommet de l'IA en France en février. Est-ce qu'on a déjà totalement décroché par rapport aux États-Unis qui sont en pointe ? En France, on a de belles et vieilles boîtes, Total, LVMH, L'Oréal. Ce sont de belles entreprises, mais elles sont toutes anciennes. Quelle entreprise française a été créée depuis Internet, c'est-à-dire depuis 25 ans, Patrick Martin? Le CAC, ce ne sont pas des boîtes qui perturbent et qui transforment les vies des gens. Pourquoi ? Alors, je voudrais vous dire que, parce qu'il y a des sujets positifs, et le MEDEF s'emploie à ce qu'ils existent, on a nous-mêmes organisé un tour de France de l'intelligence artificielle avec 20 étapes. On a commencé d'ailleurs à l'île de la Réunion, à laquelle on est très attaché comme à tous nos territoires ultramarins, et on aboutira donc au même moment où s'ouvrira ce sommet de l'intelligence artificielle. On a des pépites en France, on a des pépites des entreprises, j'en cite une, mais il y en a bien d'autres, Dassault Systèmes. On a surtout des pépites, c'est-à-dire des gens remarquablement formés et intelligents. Eh bien, vous avez à peu près la moitié maintenant de nos ingénieurs de très haut niveau qui partent aux États-Unis. Voilà, et c'est pas uniquement pour des questions de salaire. C'est parce qu'il y a un système qui est dynamique, qui est ouvert. On ne se bride pas matin, midi et soir par des réglementations qui sont très stérilisantes. Donc, moi, je pense il s'agit pas de dire que que tout va bien en France et qu'il n'y a pas des problèmes pour investir ou pour grandir quand on est patron ou chef d'entreprise. Mais c'est vrai que ça fait 8 ans quoi. On a un président de la République qui est un président qui s'est toujours défini comme pro-business et qui a fait des choses. Vous pouvez pas dire le contraire.
contraire, il a fait des choses. La flat tax, l'ISF, la baisse de l'impôt sur les sociétés. Il a fait un certain nombre de choses. Et au bout de 7 ans, vous venez à ce micro nous expliquer que les gens partent malgré tout. Les montants distribués par les groupes du CAC ont atteint un nouveau record cette année pour ce qui est des dividendes. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont bien aussi en France. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont pu investir davantage, même dans la tech, même partout en Île-de-France. Et pourtant, vous dites, ils partent. Alors, quelle est la solution si au bout de 7 ans d'un président pro-business, ils partent quand même ? Mais vous me faites dire des choses que je n'ai pas dites. Moi, j'ai sans aucun état d'âme salué la politique pro-business qui avait été initiée par le président Macron. Et je viens à l'instant de dire qu'il y avait en France des talents, des entreprises, des individus absolument remarquables et que le MEDEF participait à ça. Bon, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que on est tous pris à la gorge par la dérive des finances publiques. Donc je le redis, il faut d'abord de la croissance, parce que sauf erreur de ma part, c'est bien la croissance qui génère des impôts et des cotisations sociales. Et puis par ailleurs, il faut réduire les dépenses publiques. D'autres pays l'ont fait. On est à 56% de dépenses publiques. Patrick Martin, il y a aussi la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Qu'avez-vous pensé de la nomination de Christophe Castaner, ancien ministre dans l'entreprise Shein, qui indigne les professionnels français de la mode, qui indigne également ceux qui se soucient des droits humains? La Fédération du prêt-à-porter féminin ne comprend pas qu'il fasse aujourd'hui, Christophe Castaner, du lobbying pour un site de fast fashion chinois qui fait de la concurrence à l'industrie française et européenne. Qu'en pensez-vous ? Moi, je distribue pas les bons et les mauvais points. En revanche, je suis inquiet, effectivement, de la marée montante très rapide. C'est les grandes marées de ces sites qui sont très créatifs, très agressifs et qui bénéficient à certains égards de dispositions dérogatoires. Par exemple, en deçà d'un certain montant, ils payent pas de TVA. Leurs clients non plus d'ailleurs, où ils bénéficient de tarifs postaux ancestraux que les Chinois avaient Donc obtenus. vous avez un avis ? Je pense qu'il faut établir des conditions d'équité concurrentielle. Et c'est pas Christophe Castaner à lui seul qui va régler ça, ni l'accentuer. Merci Patrick Merci Martin, président du MEDEF, d'avoir été l'invité de France Inter ce matin.